Bonsoir. Code 243 reçoit ce soir M. Jean-Lucien Boussa, qui est le président national du CDER, qui est le courant des démocrates rénovateurs. Il est en visite aux États-Unis et nous allons ensemble discuter avec lui, parler de la situation économique, politique, sociale qui prévaut en RDC, et également à l'approche de ces élections 2016, discuter avec lui et voir les perspectives d'avenir et voir si éventuellement M. Jean-Lucien a des ambitions politiques allant dans ce sens-là. Bonsoir M. Jean-Lucien. Bonsoir. C'est pour nous un privilège et je crois un honneur de vous recevoir. Surtout que vous avez un CV qui parle de lui-même. Je retiens quelques phrases. Vous avez été directeur de cabinet à la présidence de la Deuxième République. Vous aviez été secrétaire général du MLC. Vous avez été élu par 2 fois député national, secrétaire général et président de plusieurs commissions. Mais je voudrais aujourd'hui vous passer en revue, pour ceux qui vous découvrent pour la première fois, avec vous la situation en RDC. Nous avons une crise, parlant politique, qui a sa genèse de ces élections 2011 qui ont été une catastrophe pour certains. Quelle est votre lecture ? Merci d'abord pour l'invitation et l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir échanger avec mes frères congolais, surtout ceux de la diaspora. Je pense que c'est la première fois que je puisse m'exprimer et envoyer des messages à leur endroit. Parlant donc de la crise politique née des élections 2011, je crois que tout le monde sait que le processus électoral a été mené de manière chaotique. Et les conséquences étaient claires, que les élections ne pouvaient pas porter la voix du souverain primaire. Et donc il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les citoyens congolais n'ont pas été assurés que les résultats qui ont été produits par la Commission électorale nationale indépendante aient été le vrai résultat. Il me semble que les élections présidentielles, y compris les élections législatives, n'ont pas produit les résultats souhaités. Beaucoup de députés proclamés élus n'étaient pas véritablement élus. Tout comme les résultats présidentiels ont posé un vrai problème. Et probablement, ces résultats n'ont pas été ceux qui ont été entendus par les citoyens congolais. Un problème de légitimité s'est donc posé à partir de ces moments-là. Comment répondre à la question? Jusqu'à ce jour, la réponse n'a pas été donnée. Mais il y a eu les accords cadres. Bien sûr. Bien sûr, les accords cadres sont nés du fait de la guerre à l'est du pays. Et donc cette guerre qui est opposée plusieurs États, donc le Rwanda contre la République démocratique du Congo, avec l'implication de beaucoup de groupes armés, commençait à poser une hypothèque sur l'avenir de la République démocratique du Congo, notamment à l'est du pays. Cette guerre a causé beaucoup de tort à la République. Pillage des ressources naturelles, tueries massives, viol des femmes, violences faites aux femmes, n'est-ce pas, enrôlement des mineurs dans les groupes armés, pillage des ressources économiques nationales, de sorte que la communauté internationale s'est impliquée à travers donc les Nations Unies et nous avons obtenu ce qu'on a appelé des accords d'Addis Abeba qui ont été signés par plusieurs chefs d'État, y compris le représentant de la communauté internationale pour finalement mettre fin à cette guerre. Aujourd'hui, il faut avouer que la situation sécuritaire dans le pays a évolué plutôt positivement, de sorte que les pressions exercées sur l'est du pays ont été désamorcées complètement. Et tout ce que nous espérons, à partir de ces accords, c'est que la paix revienne définitivement à l'est du pays. Les défis aujourd'hui, c'est consolider la paix. Les défis aujourd'hui, que plus jamais la guerre à l'est du pays. Mais comment pouvons-nous concilier cette paix avec cette amnistie qui a été... Qu'est-ce que vous faites quelle est votre lecture de cette amnistie accordée à ceux qui y ont porté les armes, qui ont été... qui ont pourfendé beaucoup de violences, irresponsables de pas mal de tueries. Vous croyez que c'est une bonne chose? Oui, je pense que les débats il y a au Parlement, nous-mêmes, nous avons porté les débats très haut niveau du Parlement pour nous poser la question sur la substance de cette décision d'amnistier les personnes qui ont pourtant pris des armes contre leur propre pays, à un moment donné de l'histoire politique du pays. C'est pour cette raison que, contre la volonté de la majorité de pouvoir limiter l'amnistie simplement aux faits qui ont été causés à partir de 2009, donc considérant que l'amnistie ne concernait que le M23, nous avons, au niveau de l'opposition, dit non à cela. Nous avions posé les principes d'amnistie à partir de 2001.
Et les débats étaient houleux parce que, comme vous savez, l'état de droit n'est pas la règle en République démocratique du Congo. Beaucoup de Congolais croupissent encore en prison alors qu'ils n'ont jamais été jugés. Ils ne se sont pas attaqués à leur pays. Et au niveau de l'opposition, nous avons suggéré, d'ailleurs on avait claqué la porte, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale à l'époque pour exiger que l'amnistie, s'il doit y avoir amnistie, que cette amnistie, je voulais dire, concerne les Congolais qui, pour une raison ou une autre, se retrouvent dans les prisons sans justification aucune. Parce qu'il n'était pas normal que l'on puisse amnistier ceux qui ont pris les armes contre le pays et qu'on puisse laisser croupir en prison ceux qui, à un moment donné, sur le plan politique, ont dit non à un certain type de régime. Et je voudrais rappeler donc toutes ces personnes qui sont là depuis 2003, ces personnes qui ont soutenu Jean-Pierre Bemba à un moment donné, 22-23 mars, à Kinshasa, toutes les autres personnes qui ont été arrêtées parce qu'ils ont soutenu Tshisekedi, et nous avions estimé que c'était injuste de pouvoir dire que bon, ceux qui avaient pris des armes puissent revenir et ne pas être concernés par des poursuites judiciaires, alors que ceux qui sont en prison, pour n'avoir rien fait, continuent à croupir en prison. C'est comme ça que ça a été tranché. Et si le fait d'avoir amnistié peut participer à la consolidation de la paix, peut participer à ce que la guerre ne revienne plus jamais dans le pays, on peut dire que quelque part la décision a été bonne. Mais l'opposition a gagné par le fait, finalement, l'amnistie a concerné aussi bien ceux qui étaient dans des mauvaises postures en 2006 que ceux qui, par la suite, bénéficiaient de cette amnistie dans l'intérêt de la paix. Dans l'intérêt de la paix. Mais dites-moi, je crois que vous êtes sans savoir qu'il y a eu un rapport le 1er octobre 2010 qui s'appelait Mapping Report, qui a été diffusé par l'ONU, parlant en fait des massacres, de tout ce qu'il y a eu de 80, si j'ai bonne mémoire, de 96 à 2010. Et il y a un mouvement, un courant qui aujourd'hui est en train d'appeler la mise sur pied d'un tribunal pénal. Est-ce qu'avec cette amnistie, ne croyez-vous pas que ce rapport, qui pourtant est volumineux, 560 pages, ceci ne va pas laisser passer certains criminels qui sont certains dans la haute sphère politique, qui pourraient comment dire, obtenir un blanc-seing ou Non, la République démocratique du Congo a plusieurs défis à relever. Le premier défi le plus important, c'est que la paix revienne dans le pays. J'ai dit tout à l'heure combien les Congolais, nos frères de l'Est en particulier, ont perdu par le fait de la guerre. Il est urgent que l'on mette fin à cette spirale d'insécurité, à cette insécurité devenue structurelle à l'Est du pays. C'est important. Et je pense que c'est la priorité des priorités. Deuxième élément, c'est vrai que beaucoup de rapports rappellent les violations massives des droits humains en République démocratique du Congo. Mais il y a un vrai défi. Le défi d'une justice juste, d'une justice au service du citoyen. Il y a des actes imprescriptibles, vous le savez. Exact. Et si le retour à la paix appelle une gouvernance responsable, ça veut dire que la justice va retrouver sa place. Et si nous sommes dans un pays où l'état des droits est de mise, il est clair qu'aucun criminel ne peut être protégé. Nous sommes de ceux qui considèrent plutôt que la justice doit faire son travail. Mais en même temps, il y a des impératifs et des contraintes politiques qui font que le Congo a besoin d'être desserré. Le Congo a besoin de sortir de cette étreinte. Les invasions des uns et des autres, trouvant leur justification soit dans le pillage des ressources nationales, soit dans le fait que certains Congolais estiment que la démocratie n'est pas émise, la bonne gouvernance n'est pas émise, les libertés ne seront pas clairement affirmées, et que l'alternance démocratique n'étant pas possible en République démocratique du Congo, il leur arrive de pouvoir s'allier à des forces obscures pour s'attaquer malheureusement à leur propre pays. C'est pour lesquels nous ne sommes pas d'accord. Exact. N'est-ce pas? Donc je crois qu'il faut plutôt hiérarchiser les défis. Le premier, j'ai dit, la sécurité doit être rétablie, et donc la paix. Le deuxième défi, c'est que la justice doit faire son travail dans un pays où
il faut respecter la Constitution et les lois de la République. Mais c'est valable dans tous les domaines. Exact. Que ce soit dans le domaine sécuritaire, dans le domaine économique et social, ceci doit être respecté par tout le monde et le défi de la justice au service des citoyens doit permettre d'éviter ce genre de choses. Concertation nationale ont été l'une des actions qui a été préconisée par les accords cadres d'Addis Abeba. Y avez-vous participé? Non, nous avons dit non. Le courant démocrate rénovateur a dit non aux concertations nationales. Parce que pour notre part, c'était une esquive, une vraie esquive à la problématique qui découlait du fait de la guerre à l'Est. Deux problèmes se sont posés, vous avez posé la question avec beaucoup de pertinence. Après 2011, il s'est posé un vrai problème de légitimité du pouvoir, issu des élections de 2011. Mais à cela s'est ajouté les problèmes de sécurité à l'Est du pays. Exact. Il fallait trouver des réponses cohérentes à ces deux problèmes pour que finalement la perspective soit meilleure. Perspective de paix, perspective de démocratie. Et les accords d'Addis Abeba n'ont pas posé les problèmes en termes de concertation politique. Le problème a été posé en termes de dialogue politique. Merci. Il y a une différence entre concertation et dialogue. Oui. En fait, vous avez recusé parce que c'est le président actuel qui en a fait, comment ça s'appelle, qui a pris la place, parce que si je me souviens très bien, des accords parlaient de leur convocation, de ce dialogue sous l'auspice de Mme Robinson. Exact. Et est-ce que vous recusiez le fait que ce soit le pouvoir actuel qui l'ait fait, ou bien la terminologie? Parce qu'à un certain moment, on a entendu une guéguerre entre les mots, dialogue, concertation, réunion. Qu'est-ce précisément pour... Non, la grande reproche pour nous était substantielle. M. Kabila et son groupe constituent un problème. Mais comment voulez-vous que les problèmes deviennent l'arbitre? Exact. Il faut résoudre les problèmes. Lorsque la question de légitimité s'est posée, il s'est posé parce que certains ont considéré que M. Kabila était mal élu, ou que la proclamation de M. Kabila comme président de la République n'était pas le reflet des résultats des urnes. Exact. C'est un problème qu'il fallait résoudre. Alors comment les problèmes deviennent-ils arbitres? C'est ça qui a fait que nous autres qui avons exigé que le dialogue se fasse avec un médiateur neutre, de préférence représentant des Nations Unies, n'est-ce pas? Avec un dialogue, un vrai dialogue qui posait les vrais problèmes du pays et qui débouchait sur des conclusions exécutoires, opposables à tous. À tous, oui. C'était ça l'exigence, ou les exigences. Ça n'a pas été respecté. D'une part, on a vu que c'est le pouvoir qui a organisé les concertations. D'autre part, on s'est bien rendu compte que c'était véritablement un cirque. Oui, certains l'ont même appelé, sans vous interrompre, une deuxième messe basse du PPRD. Malheureusement, donc, ce qu'on a observé, et ce qui était positif par ailleurs, c'est que finalement, ceux qui se disaient opposants sont devenus demandeurs des positions ministérielles. Donc, si je comprends bien... À partir de ces moments-là, pour notre part, pour nous qui avons dit non aux concertations, les concertations ont donné l'occasion à la majorité présidentielle de s'élargir. Exact. Avec des nouveaux acteurs. Et à l'opposition de se réqualifier avec des acteurs bien connus, philosophie bien connue, avec des objectifs précis. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la classe politique est bipolaire, comme d'habitude. Vous avez d'un côté ceux qui sont venus renforcer la majorité, et donc une majorité élargie, qui attend de former son gouvernement. Mais, je crois qu'il attend encore de venir. À ce sujet-là, parlons de ce gouvernement. Je vais me permettre de citer un nom, ce n'est pas l'habitude de Code 243. Monsieur Léon Okengo Adondo, aujourd'hui s'affiche comme étant le responsable de l'opposition républicaine. Je ne sais pas ce que ça veut dire, responsable de l'opposition républicaine. Personne morale. Dans les démocraties classiques, dans les États modernes, on se compte après les élections. N'est-ce pas? Exact. Lorsque vous êtes allé aux élections présidentielles, législatives, il y a des résultats. Dans l'hypothèse des élections transparentes et crédibles, c'est après les résultats qu'on sait qui est qui. Il faut éviter cette espèce de colmatage des brèches, où on fait de la juxtaposition politique, n'est-ce pas, pour se dire, on est un leader politique. Je n'ai rien contre le président du Sénat. Ce que je note, c'est qu'après les élections, le parti politique qui vient en premier, c'est l'UDPS. Il faut avoir le courage de le dire. De le reconnaître, oui. Et l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Exact.
Et après, il y a des partis politiques qui ont eu un député, deux députés. Je ne sais pas si ces partis politiques peuvent être constitués en leader politique du pays. Moi, ça me pose un problème, tout simplement. N'est-ce pas? Je considère qu'aujourd'hui, dans le pays, après les élections de 2011, les partis les plus importants, c'est l'UDPS. Et après, il y a d'autres partis qui viennent et qui se suivent. N'est-ce pas? Non, mais je comprends tout à fait. Les personnes qui sont autour du président Kingo Addo, que je respecte beaucoup, c'est des gens qui ont accrédité la thèse de la concertation politique ou des concertations politiques et qui s'attendent à faire partie du gouvernement qui sera issu, qui devrait être issu des concertations politiques. Est-ce que lorsqu'on appartient à un courant politique qui a envie de participer au gouvernement en élargissant la majorité, peut-on s'appeler opposant dans une démocratie? Point d'interrogation. Exact. Je ne suis pas convaincu qu'à partir de ce moment-là, on s'appelle opposant. Ceux qui s'opposent, ce sont ceux qui n'appartiennent pas à la majorité, qui ne partagent pas la même vision que le pouvoir en place. N'est-ce pas? Et je crois que le débat est ouvert. Il est plutôt honnête de dire que dès que le gouvernement est là et que ceux qui sont autour du président Kingo que vous avez cité adhèrent à ces gouvernements, ils cessent d'appartenir à l'opposition. Ils doivent plutôt avoir le courage politique de dire nous appartenons à la majorité, nous soutenons M. Kabila. Les choses doivent être très claires, n'est-ce pas? Mais bon, notre rôle n'est pas de dire tel est opposant, tel ne l'est pas. Exact. Il faut constater simplement que lorsqu'on appartient à la majorité, on n'est plus opposition. Et lorsqu'on ne soutient pas la politique gouvernementale, on est dans l'opposition, c'est clair. Donc ceci voudrait dire que M. Jean-Lucien Boussa, avec le CDER, vous n'êtes pas partant ou partie prenante d'un gouvernement, de participer à un gouvernement de concertation nationale. Nous sommes conséquents, tout simplement. Exact. Nous avons été conviés à aller aux concertations politiques. Nous avons dit non. Pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, parce qu'on passait à côté de la plaque. On était dans l'esquive. Or, l'esquive n'est pas la politique. Exact. On doit arrêter de considérer que la politique est l'art de mentir et l'art de l'esquive. On doit arrêter ça. Il ne faut pas tromper le peuple congolais éternellement comme ça. La politique, c'est l'art de gérer la cité. Et c'est les domaines par excellence où les élites se retrouvent pour diriger le pays et les placer sur l'orbite du développement et de la modernité. Ce n'est pas l'art de l'esquive ni du mensonge. Donc, on n'a pas accepté les concertations pour cette raison-là. D'abord, ce n'était pas la vraie déclinaison de l'accord d'Addis Abeba. Et ensuite, c'était une messe politique qui venait plutôt s'accommoder avec une nouvelle réalité, celle de pouvoir partager le pouvoir. Or, on n'est pas là dans la perspective du partage du pouvoir pour les pouvoirs. Les pouvoirs pour les pouvoirs ne vaut. C'est clair. Donc, la conséquence logique est que nous ne sommes pas demandeurs de postes ministériels. Nous sommes en train de nous organiser pour que demain, le Congo puisse bénéficier d'un nouveau leadership alternatif crédible. C'est ça le combat qui est le nôtre au niveau du CDR. Nous allons y arriver. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes avec M. Jean-Lucien Boussa, qui est le président du CDR, je rappelle, le courant des démocrates rénovateurs. Et nous allons parler avec lui économie, parce que nous avons scruté son CV qui est excellent, par ailleurs. Je vous en remercie. C'est l'une des rares personnes que nous avons reçues sur ce plateau. Nous voulons un peu parler de l'économie en RDC. Nous avons un rapport qui a été publié par l'African Progress Panel en 2012, qui a osé susciter un chiffre d'1,5 milliard de dollars qui constituait, d'après ce panel, les pertes que la RDC subissait dans un certain domaine, principalement le domaine minier. Mais je sais que vous avez été vous-même contrôleur et président de pas mal de commissions au niveau du Parlement. Qu'est-ce que vous nous direz à propos de cette fameuse économie congolaise? Parce que c'est honteux de voir le Congo venir aux États-Unis demander au Fonds monétaire ou encore à la Banque mondiale des sommes, des minimes sommes de 100, 200 millions de dollars, alors que nous avons dans notre pays tout ce qu'il faut pour être demain un pays émergent. Pourquoi pas faire ce que le Brésil a fait en moins de 20 ans? C'est vrai, le Congo a la capacité et le moyen en potentialité capable de pouvoir dépasser certains pays émergents. C'est clair et net. Mais 2 problèmes se posent à notre économie. Et je dirais même 3 problèmes se posent à notre économie. Le premier problème, c'est la direction et l'orientation qu'on donne à cette économie. Quelle est l'orientation de l'économie du pays? Ces premiers problèmes nous amènent au second problème de la structure de l'économie congolaise. Troisième problème, la question de la gouvernance économique.
Le premier problème, quelle est la direction qu'on donne au pays, à l'économie? Est-ce que c'est une économie des caillettes ou c'est une économie de développement? La gestion économique de notre pays vous donne lieu d'imaginer clairement qu'on gère cette économie comme une économie de caillettes. Alors que la gestion économique devrait se moderniser. L'accroissement de la valeur ajoutée avec l'industrialisation devrait permettre à notre économie de pouvoir se positionner au niveau le plus élevé. Deuxième problème qui est conséquent du premier, c'est la déstructuration de l'économie et une structure économique très dépendante de l'extérieur. Qu'est-ce que j'attends par là? J'attends par là le fait que nous produisons des matières premières depuis toujours. Nous ne sommes pas capables de pouvoir industrialiser, c'est-à-dire augmenter la valeur ajoutée, aussi bien sur le plan agricole, sur le plan minier et sur le plan des hydrocarbures. Et nous sommes totalement dépendants de l'extérieur. Il suffit que les cours des produits, des matières premières évoluent à l'extérieur parce que ça dépend des industries à l'étranger, pour que ces effets puissent réjaillir négativement sur notre économie ou positivement. Deuxièmement, par rapport à cela, nous avons une économie qui ne sait pas nous donner ce que nous pouvons. Aujourd'hui, on vous dit, nous produisons plus de cuivre que les années antérieures. C'est vrai, c'est une réalité. C'est des entreprises privées qui ont contracté avec le gouvernement congolais qui produisent ces cuivres. Exact. Mais qu'est-ce que l'État congolais gagne de ces cuivres? À l'époque, la moitié du budget de la République était due au fait de la production de la Gécamine qui n'avait pas dépassé 500 000 tonnes. Exact. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 2 millions de tonnes, mais son impact sur le budget national n'est pas visible. Quel est le problème? Les termes des contrats n'ont pas permis à l'État de bénéficier du produit de son sous-sol. Vous imaginez, vous évoluez à combien un chiffre? Mais c'est des milliards, je n'ai pas un chiffre précis, c'est des milliards que nous perdons. Parce que les contrats sont mauvais tout simplement. Exact. Il faut réajuster ces contrats. Donc, deuxième problème par rapport à cela. Tout ce que nous produisons, j'ai dit, ça dépend, on exporte, on n'industrialise pas, mais la masse des biens de consommation qui viennent au Congo sont importés. Vous importez les riz au Congo, vous importez du poisson, vous importez tout ce qui pouvait plutôt être produit par notre agriculture locale. Donc le peu de devises que vous gagnez par le fait des exportations de matières premières retourne dans le pays autre que la République démocratique du Congo par l'achat des biens de consommation de masse. Exact. Et ça vous pose un problème, n'est-ce pas? Troisième problème, c'est la corruption. La corruption érode nos possibilités de développement économique. Vous savez, par exemple, dans le domaine des finances publiques, sur les 10 $ qui devaient rentrer dans la caisse de l'État, un seul dollar rentre dans la caisse de l'État. Les 9 autres dollars sont partis dans les poches des individus par les mécanismes de la corruption généralisée et systémique. Si vous avez résolu les trois problèmes, ça veut dire 1. Une nouvelle orientation de l'économie portée sur l'économie productive en industrialisant les pays, l'agriculture industrialisée, l'agro-industrie, les mines. Avant d'exporter les produits miniers, il faut au moins les transformer sur place. Oui. Sur place, ça accroît la valeur ajoutée dans le pays. Et puis des contrats équilibrés qui profitent à la République démocratique du Congo. La lutte contre la corruption qui doit être un vrai challenge pour tout le monde. Parce qu'il suffit d'arrêter la corruption dans ce pays-là. Vous avez un budget qui sera doublé la première année. C'est clair, on passera des 5 milliards que nous avons aujourd'hui à presque 10 milliards. On n'est rien des temps. Parce qu'on sait. Vous avez posé le problème des rapports. Oui, le Parlement fait son travail. Des commissions d'enquête sont mises en place. Des rapports sont produits. Malheureusement, les résultats des rapports ne sont pas consommés par les institutions compétentes. Je vous donne un exemple. En 2009, la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale, à laquelle j'ai appartenu parce que j'étais vice-président, a fait un rapport sur l'exécution du budget de 2009. Observation, constat. Plus de 100 millions de dollars détournés. Qu'est-ce qu'on en a fait, ces rapports? Au niveau de l'Assemblée nationale, on n'a pas sanctionné les responsables. Deuxième élément, lorsque nous avons remarqué, alors que j'étais président du groupe parlementaire MLC Allié,
Lorsqu'on s'est rendu compte que les parlements n'avaient rien fait, on passe d'une législature à une autre. Nous revenons en 2011, avec mes amis et sous mon impulsion, nous portons les dossiers au niveau du procureur général de la République. Aujourd'hui, nous attendons que le procureur appelle les présumés détourneurs. Ça n'a pas été fait. Un autre challenge, donc, c'est la justice congolaise. Voilà. Et si, donc, on a résolu ces problèmes d'une économie bien structurée, d'une économie de développement qui intègre l'aspect industrialisation, 3, d'une économie qui permet le retour à l'investissement rapide, mais au profit de la classe moyenne congolaise, parce qu'il y a un problème. Une économie ne peut pas dépendre à plus de 70% d'investissements étrangers, alors que la classe moyenne congolaise ne compte que au maximum 30%. Il faut développer la classe moyenne congolaise. Dans ces pays-là, la République démocratique du Congo, il n'y a pas un seul milliardaire. Oui. Une économie ne peut pas se développer s'il n'y a pas autant de milliardaires ou de millionnaires. C'est le secteur privé qui tient l'économie. Le Congo n'a pas un seul milliardaire congolais. Il faut en créer et davantage. Mais pourquoi il en est ainsi? Parce que justement, la corruption systémique met en évidence les privilèges accordés à quelques opérateurs économiques qui ne sont pas nationaux, mais qui viennent pour blanchir de l'argent, n'est-ce pas, et qui ont pour alliés les membres des institutions. Exact. Et pour ceux qui nous suivent, Code 243, vous pouvez aisément trouver sur la toile les noms de ces nouveaux milliardaires, souvent étrangers, qui sont aux côtés des grands dignitaires congolais, que ce soit à la tête du pays ou encore dans les grandes régions. Nous allons parler, nous allons aller sur l'aspect sécuritaire, l'armée. Aux dernières nouvelles, nous avions assisté ici à Washington à une grande réunion où on préconisait, en fait, quand je dis on, c'est la communauté internationale qui préconisait qu'il y ait quelques réformes du point de vue politique en RDC, et l'une des réformes qui était appelée de tous les vœux était celle de l'armée. Plus de 10 ans, à l'est de la République démocratique du Congo, 48 femmes sont violées par heure. Pendant plus de 10 ans, il y a eu des mouvements migratoires d'une part et de l'autre de la frontière. Aujourd'hui, on parle de 6,5 millions, d'autres parlent de 7 millions. Bref, un génocide a eu lieu et continue continue d'être pérennisé parce qu'on ne fait pas très attention. Et n'eût été la présence de la MONUSCO, n'eût été la présence de ces forces étrangères, je crois que nous serons encore à la situation dans laquelle nous retrouvions. À votre avis, qu'est-ce qui devrait être fait du point de vue sécuritaire en RDC? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on rencontre un policier ou un militaire dans la rue, au lieu d'être sécurisé, on est beaucoup plus apeuré. Quelle est votre lecture? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à ce sujet-là? 15 ans de guerre. Des guerres souvent importées, malheureusement. Inacceptable. 15 ans d'occupation, on peut dire, des armées étrangères. Même si c'est des forces ou des groupes armés étrangères, c'est des armées d'occupation. Exact. C'est inacceptable. Plus de 5 millions de morts. C'est inacceptable aussi. Des centaines, des millions de déplacés à l'est du pays. Ce n'est pas admissible. J'ai parlé du pillage des ressources économiques. Ce n'est pas acceptable. On peut se poser la question, mais où est passée l'armée congolaise? Le rôle de l'armée, c'est de défendre les pays contre toute agression extérieure, mais aussi c'est de protéger l'intégrité territoriale du pays. Exact. Quel est le problème? Le problème se pose-t-il en termes de l'incapacité de nos hommes en uniforme de pouvoir faire face à l'agression, ou le problème, c'est la faiblesse de l'organisation interne, qui fait qu'on ne puisse pas disposer d'une armée républicaine, aguerrie, motivée, équipée, organisée, encadrée, à même de faire face aux attaques extérieures. C'est ça le vrai problème. Mais je vous rappelle qu'il y a près de 600 millions de dollars qui sortent chaque année du budget américain pour cette armée, pour ceux qui ne le savent pas.
600 millions de dollars qui sortent des caisses américaines, argent du contribuable américain qui sont affectés à l'armée congolaise. Nous allons vous donner des documents. Ce sont des chiffres que nous avions découverts et ceci nous interpelle à nous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, le problème de l'armée se pose, on peut dire, à 3 niveaux. Quelle est la vision du leadership congolais par rapport à l'armée? Est-ce que c'est une armée qui protège un pouvoir ou c'est une armée qui a pour vocation de défendre le pays? Lorsque vous avez dans une armée des centaines de milliers de personnes ou des dizaines de milliers de personnes qui sont là pour s'occuper un peu plus de défendre un pouvoir que de défendre les citoyens, il y a un problème. Exact. Nous l'avons vécu sous Mobutu. Je pense que le problème n'est pas résolu aujourd'hui. Quelle est l'orientation qu'on donne à cette armée? Oui. Quelle est la vocation de l'armée? Si la vocation est de protéger le pays, la conséquence est claire. Il faut une armée d'élite. Il faut éviter d'avoir une armée de ramassis. Il faut une armée d'élite, de gens qui sont formés, de jeunes gens qui sont formés pour défendre le pays. Ça veut dire que vous aurez une armée où les hommes des troupes sont bien encadrés. Est-ce qu'il est concevable d'avoir dans une armée de 100 000 hommes, 140 000 hommes, plus de 200 généraux? C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a qu'au Congo. C'est pas possible. Donc, voilà des problèmes de structure de l'armée qui se posent aussi. Mais enfin, il faut une armée bien équipée, qui soit capable de répondre à l'appel de la nation lorsqu'un problème se pose dans un coin de la République. Si vous n'avez pas une armée équipée, alors vous n'avez pas une armée. Tout simplement, le Congo a une dimension d'un continent, 2 345 000 km². Et le Congo a un problème d'infrastructure aussi. Mais si vous n'avez pas une armée équipée pour ça, force aérienne avec les moyens qu'il faut, la force terrestre avec des moyens qu'il faut aussi, n'est-ce pas? La force navale, pourquoi pas avec des moyens qu'il faut? Il n'est pas possible de pouvoir prétendre gagner une guerre. Donc je pense qu'il faut réfléchir sur la question. Le dernier élément par rapport à l'armée, les soldats, quel est son niveau social? Quelle est sa sécurité sociale? Lorsqu'il va en guerre, il est dans quelles conditions? Je pense que c'est toute cette panoplie d'éléments qui fait que notre armée soit faible. Le défi qui doit être relevé par rapport à cela est de réformer l'armée. C'est vrai, il y a une réforme au niveau de l'armée. Le Parlement a voté des textes de loi pour réformer l'armée. Mais il ne suffit pas d'avoir des textes. Faut-il encore avoir les moyens pour pouvoir avoir une armée qui soit capable de pouvoir faire face à l'adversité? Je pense qu'une armée pléthorique ne vaut pas la peine. Il faut une armée républicaine, efficace, encadrée, capable de faire face à l'adversité. Et ça s'appelle une armée d'élite. Ça s'appelle des soldats motivés. Ça s'appelle des hommes de troupes aussi qui trouvent des raisons de pouvoir travailler dans l'armée. Et je pense que c'est un défi important à relever, sans lesquels des armées étrangères vont se moquer de la République démocratique comme ils voudront. Voilà, on se moque déjà de la République démocratique du Congo du point de vue du social. Ça va être notre dernier sujet avant d'aborder 2016 et de voir les perspectives qui sont celles offertes par le courant des démocrates rénovateurs. Vous nous rejoignez, nous avons sur ce plateau ce soir M. Jean-Lucien Boussa, qui est une des personnalités montantes en RDC. Pour ceux qui ne le connaissent pas, n'a jamais trempé, nous avons fait nos études à ce sujet, nous n'avons pas trouvé un dossier illicite le regardant et nous l'encourageons à aller dans ce sens-là. 2016, Abbé Malou Malou, de sinistre mémoire qui a été à la base des tueries, des massacres à Kinshasa en 2006 à cause des résultats qui ont été proclamés par lui, revient aujourd'hui à la tête de cette fameuse CENI. Croyez-vous qu'avec son expertise, vu ce qu'il nous a déjà démontré, nous tendons vers des élections qui pourraient être crédibles, apaisées, qui pourraient être consensuelles? Bref, que pensez-vous en fait de cette nouvelle CENI avec monsieur l'abbé Malou Malou, qui, par ailleurs, j'aimerais rajouter, pas plus tard qu'hier, la conférence catholique a émis ses réserves sur sa présence et un autre acteur politique
connu. Monsieur Fayoulou, avec ses amis, sont en train de faire passer une pétition demandant sa capitulation ou encore sa démission. Quelle lecture faites-vous de ces 2016? Allons-y par étapes. L'abbé Maloumalou. En 2005, les Congolais ont fait le choix de la démocratie, qui implique le choix de l'alternance au pouvoir. Ces choix impliquent donc aussi, par ailleurs, des élections transparentes, crédibles, pour que les résultats proclamés reflètent la réalité des urnes. Voilà un problème en République démocratique du Congo. Nous avons eu ces problèmes en 2006 déjà. En 2011, c'est encore pire. Nous avons voulu, en tant que classe politique, de pouvoir résoudre ces problèmes et ainsi éviter une instabilité politique qui viendrait compliquer la tâche après toute l'instabilité en termes sécuritaires à l'est du pays. Nous pensions que la nouvelle CENI, débarrassée de M. Ngoï Mulunda, pouvait nous permettre de relever les défis. Quels sont les défis? Le premier défi est d'organiser, de résoudre les problèmes de légitimité du pouvoir en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ces problèmes se posent au niveau des institutions dites démocratiques, mais qui ne se sont pas renouvelées. On a des sénateurs qui sont là bientôt 8 ans. Le mandat est de 5 ans. On a des députés provinciaux et des gouverneurs qui sont là depuis 7 ans et demi, 8 ans. Le mandat est de 5 ans. Il faut résoudre ces problèmes, d'une part. Deuxième chose, le fait d'avoir modifié la Constitution en 2011, en choisissant l'élection présidentielle à un seul tour, a posé un problème de décalage de l'élection des députés provinciaux. Oui. Ceux qui ont pensé ces choix savaient très bien que c'était pour compliquer l'équation après. Ces changements de la Constitution et donc du mode de scrutin nous revient en face par rapport au fait qu'on n'a pas eu des élections de députés provinciaux qui, eux, choisissent des sénateurs et des gouverneurs. Quelle est l'urgence aujourd'hui? Il faut régulariser le cycle électoral pour des élections déjà amorcées. Deuxième problème, il faut que nous ayons les élections présidentielles en 2016. La Constitution est claire, le mandat de M. Kabila doit se terminer en 2016. Et il faut de nouveaux acteurs pour 2016. Donc, mais il se pose un problème, c'est lequel? Est-ce que M. Maloumalou arrive, il a la Constitution de la République et d'autres lois devant lui, il vient à l'Assemblée nationale présenter deux hypothèses qui, deux, prêchent. L'une contre la légitimité du pouvoir et l'autre contre la Constitution. Quelle est la première hypothèse qu'il nous présente? Et pour lesquelles, les deux hypothèses, l'opposition n'est pas d'accord. C'est toute la ligne. Et nous avons quitté la salle pour manifester notre refus catégorique à assumer un tel choix. La première hypothèse que M. Malouba nous présente, c'est celle de considérer qu'il faut que les élections des députés provinciaux se fassent en scrutin indirect. C'est-à-dire, ils seront élus par des élus locaux. Cette hypothèse pose un problème. Il faut commencer par réviser la Constitution. Parce que le député provincial, son élection est prévue dans la Constitution. Et si vous devez changer de mode de scrutin, il faut aller révisiter la Constitution. Exact. Or, nous n'avons pas envie d'ouvrir cette brèche. On ne doit pas modifier la Constitution au gré des vagues et au gré des intérêts personnels. Donc, je disais, cette hypothèse prêche par le fait qu'on risque de réviser la Constitution. Deuxième hypothèse qu'il nous présente, c'est que les élections du député provincial, du président de la République et du député national devront se dérouler les mêmes jours en 2016. Il sait très bien que cette hypothèse complique l'équation, rend complexe les élections et renforce la tricherie et la confusion. Voilà les deux hypothèses qu'il nous présente. Et pourtant, il a oublié la vraie hypothèse, celle qui permet, au moindre coût, de résoudre les problèmes de légitimité et en même temps de ne pas violer la Constitution. Ce que urgence
élection des députés provinciaux, maintenant ou plus tard en 2014, fin 2014. Avec cette hypothèse, on est en mesure de tenir le rendez-vous de 2016 et ne pas violer la Constitution. Et tout le monde en parle. Il est devenu sourd à cela. En a-t-il les moyens? Le moyen pour l'hypothèse dont j'indique? Les finances, oui. Mais bien sûr. En 2011, on nous a dit qu'on modifiait, on changeait le mode de scrutin présidentiel parce qu'il n'y avait pas de moyens. Mais lorsqu'on va aux élections, le coût des élections présidentielles qui ont été organisées à un seul tour, couplé aux élections de députés nationaux, était presque le même que lorsqu'on avait aussi organisé un second tour d'élection présidentielle. Exact. Donc l'argument n'était pas valable. On a voulu simplement que M. Kabila puisse passer forcément, quels que soient les résultats. Aujourd'hui, l'hypothèse la moins coûteuse, mais la plus rationnelle, qui règle le problème de légitimité et qui n'amène pas à violer la Constitution, tout en respectant l'échéance présidentielle en 2016, c'est celle qui consiste à privilégier les élections ou à prioriser l'élection des députés provinciaux. Malheureusement, Malumalu s'entête, comme à ses habitudes, et on comprend très bien qu'il a un agenda qui risque de créer beaucoup de problèmes politiques au pays que de les résoudre. Et je comprends les collègues Martin Fayulu et autres qui estiment que Malumalu doit partir. Mais je pense qu'il y a moyen de pouvoir répondre à cette question-là. Il est optimiste, c'est ce qui fait, qui justifie, je crois, la raison pour laquelle il a créé ce parti qui s'appelle le Courant des démocrates rénovateurs. Nous allons, pendant ce segment qui est le dernier de cette émission, déviser là-dessus. On vous a connu secrétaire général du MLC. Qu'est-ce qui justifie le courant des démocrates rénovateurs? Merci pour la pertinence de la question. Il y a des problèmes en République démocratique du Congo. Nous proclamons la démocratie sans être démocrates dans les partis politiques. On veut la démocratie, on n'est pas démocrate. On dit qu'on est une République démocratique du Congo, mais aussi bien au niveau du fonctionnement des institutions qu'au niveau du fonctionnement des partis politiques, il n'y a pas de démocrate à la tête des institutions politiques. Il faut un nouveau courant politique qui mette en exergue, voulais-je dire, une espèce de cohérence entre les discours et la réalité. Je disais, la politique au Congo doit arrêter d'être les domaines du mensonge pour revêtir son côté noble, l'excellence, la vérité, la rigueur scientifique. Donc le courant démocrate rénovateur a l'ambition donc de pouvoir créer en République démocratique du Congo une possibilité de choix nouveaux, un leadership nouveau, un leadership crédible, un leadership intelligent, un leadership pragmatique, capable de pouvoir respecter le principe de démocratie. Je crois que c'est ça l'idée. Le courant démocrate rénovateur aussi vient parce que le peuple congolais, et j'attends les cris de la diaspora, qui coïncident avec les cris des citoyens qui sont restés au pays. Le changement dans les pays. Mais le changement dans les pays, le vrai problème du pays, ce n'est pas les professeurs d'université, ce n'est pas les technocrates, ce n'est pas les médecins, les ingénieurs, les journalistes. Le problème du Congo, depuis 1960, c'est la qualité de son leadership. La différence entre les États développés, moyennement développés, se remarque au niveau de la qualité de leur leadership. Vous avez un leadership déterminé, visionnaire, intelligent, qui place l'homme au cœur de l'action politique. Vous avez un pays qui se développe très vite. Vous avez un leadership débarrassé de la corruption, des détournements de deniers publics, qui considère que la justice doit agir dans le pays et doit frapper indistinctement tout le monde. Vous avez un pays qui avance très vite. Vous avez un leadership dont la finalité, c'est l'enrichissement personnel, les intérêts d'une oligarchie au pouvoir et de quelques individus. Vous avez un pays qui sombre comme la République démocratique du Congo. Donc, le courant démocrate rénovateur considère que le problème de la République démocratique du Congo depuis 1960, c'est le déficit d'un leadership, l'absence d'un leadership de qualité.
Nous voulons proposer aux Congolais, ceux de la diaspora qui insistent là-dessus parce qu'ils en savent un peu plus, et ceux qui sont au pays, que le problème du pays, c'est le choix d'un nouveau leader à la tête de l'État. Mais aussi un leader qui a comme support une élite de qualité qui se mobilise autour de ce leadership et qui s'approprie la vision du leader. Excusez-moi, M. Jean-Lucien, est-ce que je voudrais oser? Voulez-vous me dire que vous avez l'ambition, en 2016, de briguer la magistrature suprême? On ne peut pas créer un parti politique en être président sans ambition. Le courant démocrate rénovateur a une ambition. C'est son projet de société. Nous avons un projet qui est capable de pouvoir changer les pays en moins de 5 ans. Mais à ceux qui vont vous dire, vous étiez au MLC, comment allez-vous les convaincre? J'en arrive. Nous avons un projet alternatif, cohérent, à même de porter la République démocratique du Congo au niveau des pays émergents. C'est clair et net. Et si on a cette ambition, il n'est que logique que l'on soit à même de se positionner un jour comme candidat président de la République. C'est clair et net. Et donc, parce que nous sommes convaincus qu'à ce niveau, nous pouvons mettre fin à cette corruption institutionnalisée et systémique. Pour mettre fin à la corruption, on n'a pas besoin de millions de dollars. On a besoin d'une décision politique. On a besoin des actions politiques et judiciaires. Oui. On a besoin des réformes au niveau du Parlement. Le Parlement, dans sa fonction de contrôle parlementaire, doit travailler de sorte à mettre fin à la corruption et à faire émerger la bonne gouvernance. La justice, comme le Parlement, doivent marcher de pair pour que ces mal soient, je veux dire, voilà. Il faut mettre fin à ces mal. J'ai dit tout à l'heure que si vous mettez fin à la corruption en la réduisant de la manière la plus drastique possible, la République démocratique du Congo va atteindre des dimensions inestimables. Et nous sommes capables de pouvoir le faire. Il faut que la bonne gouvernance et la transparence soient la règle d'or dans la gestion des ressources économiques et financières du pays. Il suffit que la bonne gouvernance soit là. Je suis convaincu que le Congo va avoir des moyens pour pouvoir résoudre les problèmes de pauvreté et ne pas dépendre des financements extérieurs, que lorsque c'est hyper nécessaire. Et donc, le courant démocrate rénovateur a un projet très cohérent, mais a des axes prioritaires sur lesquels il considère en commun. Parce que la question qui se pose aujourd'hui dans le pays, lorsque les intellectuels, les citoyens se posent ces questions partout, dans le pays ou dans la diaspora, mais bon, le mal est connu. On est un pays pauvre, alors que nous sommes potentiellement très riches. Nous voulons briser cette contradiction-là. Mais ils se disent, mais pourquoi cette situation? Certains disent, c'est à cause des intellectuels. D'autres disent, c'est à cause des politiciens. D'autres encore, c'est à cause des professeurs. Mais non. J'ai dit, c'est à cause du mauvais leadership. Deuxièmement, la question du comment faire pour sortir de ces mal qui nous rongent. Est-ce qu'il est possible de sortir de ces mal? Le courant démocrate dit oui, c'est possible. Tout cela est dans votre projet. Mais la question, bien sûr, l'autre question qu'on ne se pose pas trop, c'est la question du comment faire. Lorsque la question de comment faire se pose en même temps la question avec qui? Donc avec quel acteur? Avec quels moyens? Selon quel mécanisme? Le courant démocrate rénovateur dit, avec un leader de qualité, 2, avec une élite qui s'approprie la vision du leadership, 3, avec la mobilisation du peuple partout où il est, 4, de quelle manière? À travers une gestion transparente. Ce n'est pas compliqué de résoudre les problèmes du Congo et ce n'est pas de la démagogie. Je sais de quoi je parle. Donc il est possible aux Congolais d'espérer que cette misère-là ne sera que conjoncturelle et qu'on peut retrouver notre situation idéale, celle d'un pays puissant économiquement, puissant militairement, avec des citoyens qui vivent comme les citoyens canadiens, américains, pourquoi pas? Vous avez promis sur ce plateau, et pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle Jean-Lucien Boussa, qui est le président du
courant des démocrates rénovateurs. Vous avez parlé tout à l'heure qu'en endiguant en fait la corruption, le Congo pouvait voir son budget être doublé et atteindre 10 milliards de dollars. Pour une population de 75 millions d'habitants, j'espère qu'un jour il y aura recensement, cela est pratiquement, représente ce que ça représente. Mais avec vous, dites-moi, qu'est-ce que les Congolais peuvent espérer de cette vision que vous avez? Vous espérez commencer le développement du pays avec un budget de quelle hauteur? Ça, c'est sur le plan économique. D'abord, si le courant des démocrates rénovateurs est au pouvoir, il est certain que la première chose à faire, c'est la conception du pouvoir. Nous allons impulser une conception de pouvoir service et non une conception du pouvoir privilège. Le salaire du chef de l'État doit être connu. Les avantages du Premier ministre doivent être connus. Les salaires du ministre doit être connu. Et celui de tous les mandataires publics. Les choses sont claires. On ne peut pas venir s'enrichir à la tête de l'État ou en occupant des fonctions publiques. Ce sont des hommes d'affaires qui doivent être de plus en plus riches. Les hommes politiques doivent faire l'apostolat, travailler dans l'intérêt du pays. Ça, c'est la première conception qu'il faut imposer à la République. Deuxième chose, à partir de là, il faut une gestion économique transparente. Lorsque la gestion économique est transparente, les ressources publiques rentrent dans la caisse du trésor. Et les contrats qui sont signés, engageant la République, sont des contrats qui font bénéficier aux citoyens. Ceci voudrait dire que les contrats qui sont là, la majorité léonien, vous avez... La plupart des contrats que nous avons dans le pays ne permettent pas aux citoyens de gagner. Il est clair, mais c'est des contrats qui sont faits dans l'intérêt de quelques individus qui ont la décision politique. Si je ne suis pas le premier à le dire, il y a beaucoup de rapports là-dessus. Tous les rapports le disent, oui. Là-dessus. Donc ça, c'est la deuxième des choses. La gestion transparente, la bonne gouvernance permet au pays de disposer de plus en plus de ressources. Et de là vient la redistribution des ressources publiques. Doit tenir compte des priorités. Les salaires des fonctionnaires de l'État, militaires, policiers, agents publics. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose d'un citoyen, policier, militaire, fonctionnaire qui touche moins de 100 $ le mois? Avec des loyers qui dépassent des 100 $. Est-ce que c'est possible d'attendre quelque chose de ces citoyens? Donc dès lors qu'on a résolu ces problèmes, il faut une politique, une justice sociale, dans une espèce de politique de redistribution des ressources nationales qui permettent à chaque Congolais de se retrouver. À partir de ce moment, on a cassé avec le cercle vicieux et on rentre dans un cercle vertueux. Il est clair que donc, en conséquence, le pays va se mettre sur l'orbite du développement et va atteindre les pays émergents le plus vite possible. Et ça va être un modèle. Tout ceci ne repose que sur les capacités, la volonté et la détermination du leadership national, s'appuyant sur une élite qui s'est appropriée la vision, mobilisant les citoyens, et l'objectif sera vite atteint. Ce n'est pas un miracle. Ce n'est que des hommes qui peuvent le faire. Le courant démocrate rénovateur a fait ses choix et propose aux Congolais. Et je termine. L'alternance démocratique. Mais il n'y a pas quelqu'un au Congo qui a une science infuse. Mais non. Le mandat est de 5 ans, il est renouvelable une fois, il est fini, un autre Congolais capable de pouvoir prendre le relais. Mais si nous nous gargarisons à ne pas bouger là où nous sommes, où est la place de la jeunesse? Comment un jeune Congolais peut-il espérer un jour devenir président de la République, Premier ministre, lorsqu'il a été dans de bonnes écoles, dans les bonnes universités, s'il n'y a pas alternance démocratique? Exact. Mais l'alternance démocratique suppose la proposition des alternatives crédibles. Le courant démocrate rénovateur a l'ambition de proposer une alternative crédible à la situation actuelle du pays. Nous avons l'avantage de n'avoir pas été mêlés dans la corruption, dans le détournement des deniers publics. Nous avons toujours dit non à cela et dénoncé ça publiquement. Nous avons l'avantage d'avoir une expertise qui nous permet d'avoir la maîtrise des dossiers de l'État. Ça, nous pouvons le faire. On a aussi l'avantage d'être assez humble par rapport à cela. Mandela est mort. Il a combattu l'apartheid. Il devient président. Il refuse d'aller au deuxième mandat. Il donne le pouvoir à quelqu'un d'autre. Et il est resté conseiller. Il est mort, Mandela est mort avec des comptes qui n'ont pas dépassé 5 millions de dollars américains. Exact. Mais il est mort de façon
respectable. Et le monde entier est accouru. C'est l'exemple à suivre. Tout le monde, j'ai entendu les déclarations des chefs d'État lorsque Mandela est mort. Modèle de la démocratie, modèle de ceci. Mais vous dites c'est un modèle, mais vous autres, chez vous le faites. Mais pourquoi vous ne prenez pas cet exemple pour l'appliquer chez vous? Pouvoir service et non pouvoir privilège. Lorsqu'on a cette conception de pouvoir, il est clair que les choses peuvent bouger considérablement. Mais lorsqu'on considère le pouvoir comme une affaire personnelle, comme une raison d'exister, en ce moment-là, eh bien, on sera dictateur, même si on déclare être démocrate, on sera corrompu, on sera détourneur. Et avez-vous déjà vu un pays où, à un certain niveau de responsabilité, on croit que toute la richesse du pays lui appartient? C'est pas possible. C'est pas possible, comme vous l'avez dit. Il nous reste 5 minutes d'après mon régisseur. Je voudrais que vous puissiez regarder à cette caméra et parler à ces gens qui vous ont découvert aujourd'hui. Vous avez une vision. Et je crois avoir eu aujourd'hui un scoop qui est cette probabilité, je l'espère, je vous encourage à aller dans ce sens, d'être candidat à la magistrature suprême en 2016, si tout se passe très bien. Pour ces nombreux téléspectateurs qui vous suivent, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Comment peuvent-ils venir vous contacter? Y a-t-il un website? Y a-t-il des numéros ici aux États-Unis, en Europe, au Congo ou ailleurs? Monsieur Jean-Lucien. D'abord, j'aimerais leur dire merci. Merci pour ces combats qu'ils mènent au risque de leur vie. Dans les pays européens, en Amérique et partout ailleurs où les Congolais se retrouvent. Ils vivent bien là où ils sont, mais ils ont envie que ça change dans leur propre pays. Et c'est là où je voudrais en profiter pour les remercier et les féliciter pour toutes les actions qu'ils sont en train d'entreprendre en dehors du pays et qui influent considérablement à l'intérieur du pays. Je voudrais aussi, pour les Congolais qui sont restés au pays, qu'ils doivent continuer à se battre, parce que le changement est possible. La situation des Congolais peut s'améliorer très rapidement, parce que tout le potentiel est là, en ressources naturelles, en ressources humaines. Et le développement technologique nous offre des opportunités incommensurables. Il suffit de savoir capter et capitaliser. Et donc, moi, je crois fermement que la République démocratique du Congo, avec un leadership nouveau, un leadership crédible, compétent, peut être transformé très rapidement. Et donc, je fais appel à cette élite congolaise, à ces Congolais de la diaspora comme de l'intérieur du pays, qui ont hâte du changement dans le pays, de savoir qu'il y a des Congolais qui portent une vision capable de pouvoir fédérer ce qu'ils sont en train de porter comme valeur, comme idée. Le courant des démocrates rénovateurs, mon parti et moi-même sommes là pour cela. Et donc, en termes de contacts, au niveau des États-Unis, nous avons notre frère Ramazani, qu'ils peuvent contacter. Il est au numéro 616, je rappelle, 616 419 64 41. Voilà, nous allons d'ailleurs l'afficher au bas de la page. Il va être pour nous notre point focal au niveau de la diaspora. Il va ainsi se mettre en connexion avec les amis qui sont en France, en Europe ou ailleurs, pour permettre d'organiser les projets que nous avons au niveau de la diaspora et de nous mettre ensemble. Il ne faut pas considérer que les pays est mort de toutes ces élites. Non, ces élites sont là. Ils ont la compétence, ils ont des capacités, ils ont des qualités aussi, comme on peut retrouver aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Europe, partout ailleurs. C'est question de les dénicher et de se mobiliser derrière cette élite autour d'un projet commun, le renouveau du Congo. Le renouveau du Congo. Qui est possible avec un leadership, et j'insiste là-dessus, un leadership visionnaire, courageux, déterminé, compétent, crédible, pétri des valeurs morales et qui peut, par un mécanisme, je veux dire, d'impulsion, emporter les élites et mobiliser les citoyens pour que le changement soit possible. Je pense que 2016 doit être l'occasion de tourner définitivement la page à une histoire anachronique où on a considéré le pouvoir comme une affaire familiale ou privée, alors que le pouvoir, c'est une affaire de tous.
Et lorsqu'on y arrive, on doit savoir que ce n'est qu'un mandat. Et on doit avoir la possibilité, lorsqu'on a fini son mandat public, de vivre dans son quartier habituel. Exact. Comme un citoyen libre, au lieu de chercher à se réfugier ailleurs. Les courants démocrates considèrent que demain, nous aurons un président qui va respecter les mandats politiques et qui va gérer de sorte qu'après les mandats, qui vivent dans son quartier comme un citoyen, comme tous les autres citoyens. Et permettre aux générations à venir d'avoir cela comme habitude, culture. Ça peut changer vite et très vite. Voilà, il vous l'a dit, ça peut changer vite et très vite. Pour ceux qui veulent rentrer en contact avec le responsable, M. Ramazani, vous allez voir, toutes ces informations vont défiler. Il a à ses côtés M. Patient, dont les informations seront également mises sur la page. Nous voulons vous remercier encore ce soir au nom de la rédaction de Code 243 et vous encourager. Nous sommes là pour aider, pour encourager, pour vulgariser les efforts de tous ceux qui prennent la problématique du Congo avec cœur, avec passion, parce que ce pays regorge, c'est vrai, d'élites, et vous en êtes une. J'espère que ceux qui nous auront suivis ce soir et qui vont nous suivre ailleurs au travers les réseaux sociaux vont répondre positivement à ce message. Monsieur Jean-Louis Boussa, c'était pour moi un plaisir, un honneur de vous recevoir. J'espère que ceci ne sera pas la dernière fois. À chaque fois que vous serez de passage aux États-Unis, ne manquez pas de nous appeler. C'est sur Code 243 et nulle part ailleurs. C'est sur notre page Facebook, ça va être sur YouTube, ça va être dans tous les réseaux sociaux, auprès de nos collègues qui ont les websites et surtout, pour une première, sur les chaînes de télévision en RDC pour cette année 2014. Voilà, j'ai dit, je vous remercie. Bonsoir. Je vous remercie. Merci pour l'opportunité que vous avez offerte au courant démocrate rénovateur, au peuple congolais, de découvrir qu'au Congo, on n'est pas dans la pensée unique et il n'y a pas un seul livre. Il n'y a pas qu'un seul livre. Merci.